Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fascine autant qu'il peut frustrer. Le système politique belge. Ah oui, un vrai labyrinthe. C'est ça. Les documents qu'on a sur la table, ils sont sans détour. Ils parlent de blocage démocratique, d'un système opaque. Et il y a ce mot qui revient tout le temps, la particratie. Oui, On va essayer de décortiquer ça ensemble, de voir qui tire vraiment les ficelles. c'est exactement ça. Et en fait, la tension centrale qui émerge de toutes ces analyses est assez claire. C'est-à-dire, D'un côté, il y a l'idée que cette concentration du pouvoir chez les chefs de parti est une sorte de mal nécessaire pour faire tenir debout un pays aussi complexe. d'accord. Et de l'autre, la critique d'un vrai déficit démocratique. On parle de démocratie confisquée. C'est ce fil rouge qu'on va suivre. Parfait. Alors, pour commencer, il y a une chose qui frappe tout de suite, c'est le manque de transparence. Hmm. Les sources parlent d'une transparence à géométrie variable. C'est un peu un euphémisme, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Le contraste est saisissant selon le niveau de pouvoir. Prenez le fédéral, par exemple. Oui, justement, le gouvernement fédéral. Après un conseil des ministres, le public n'a accès qu'à des notifications. Des résumés de quelques lignes, quoi. Voilà, pas de compte-rendu détaillé, rien. Les procès-verbaux, on peut les consulter. Jusqu'en 1979. Et après, Après, les documents qualifient ça de totalement inaccessible. c'est un trou noir. Un trou noir, exactement. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas comme ça partout en Belgique. Ah non? Non. À l'autre bout du spectre, on a la région de Bruxelles-Capitale. Elle est citée comme une sorte de champion contesté de la transparence. Ah oui. Depuis le scandale Publifien, j'imagine? C'est ça. Ils ont mis en place des plateformes comme openbudgets.be. On peut aller voir les ordres du jour, les décisions. La Wallonie, elle, est décrite comme intermédiaire. On a les titres, mais pas forcément le contenu détaillé. Voilà. Et au cœur de cette opacité fédérale, il y a cette instance, le fameux Cairn. Le cabinet restreint, oui. Tout le monde en a entendu parler, mais en lisant les sources, c'est incroyable. C'est là que tout se décide, non? Les retraites, le nucléaire. Les plus grandes orientations du pays. Et pourtant, Et pourtant, c'est une instance qui n'a aucune existence légale. attendez, comment ça, aucune existence légale? Il n'y a pas de loi qui définit le cairn. Pas de mission officielle, pas de composition fixe. C'est informel. Donc, les décisions les plus importantes du pays sont prises dans une réunion qui n'existe pas officiellement et qui, comme le disent les sources, ne laisse aucune archive systématique. C'est ça, la réalité du pouvoir. C'est une architecture qui fonctionne en coulisses. Et ce n'est pas nouveau, hein. Non. L'ancien Premier ministre Wilfried Martens parlait déjà des dangers du cairn. Il racontait la frustration de ses ministres qui découvraient que des décisions avaient été prises sans eux dans ce cercle très restreint. Ce cercle restreint, c'est donc la manifestation parfaite de ce que les sources appellent la particratie. Exactement. Le cairn, c'est la particratie en action au sommet de l'État. Mais le système est bien plus vaste. Alors justement, parlons-en. Concrètement, ça se manifeste comment, ce pouvoir des présidents de parti? Le moment le plus visible, c'est juste après les élections. D'accord. On vote. Et puis commence ce que la presse appelle le deuxième tour. Mais sans les électeurs, cette fois. Voilà. Ce sont les présidents de parti et uniquement eux qui négocient. Une source résume leur pouvoir de façon très crue. Ils désignent les ministres, valident les listes électorales et donnent des consignes de vote. Ils peuvent faire ou défaire des carrières. Littéralement. Et pour les parlementaires, c'est qui nous représentent. Les documents utilisent une expression assez dure, presse-bouton. Malheureusement, c'est une image qui revient souvent dans les témoignages. La discipline de parti est de fer. C'est-à-dire que si un député n'est pas d'accord, Il prend un risque énorme pour son avenir. Être mal placé sur la liste ou même ne plus y être du tout. Un député, Michel de Mahègue, est cité disant que le travail parlementaire est souvent réduit à appuyer sur un bouton. parce que le vrai débat a eu lieu ailleurs. Précisément, en amont au siège du parti. On voit bien l'emprise sur la politique, mais les sources insistent sur le fait que ça va bien au-delà. Ah oui, c'est là que le système prend toute son ampleur. Ça touche la société entière. Une étude de Lucé Louvain, citée dans nos documents, a fait un calcul qui, franchement, donne le vertige. Ah oui, hein. Elle a dénombré 31 806 mandataires politiques en Belgique. 31 000. Oui. Et ils ont rapporté ça à la superficie du pays. Le résultat, c'est un mandataire par kilomètre carré. Une seconde. Un mandataire par kilomètre carré. Oui, Personne qui occupe un poste grâce à une nomination politique. c'est exactement ça. Et ce ne sont pas que des postes d'élus.
Ça va des hauts fonctionnaires aux patrons d'entreprises publiques comme la SNCB ou Bipost. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, ça va dans la culture, les mutuelles et même les médias publics. La RTBF, la VRT, les postes de direction sont répartis selon des équilibres politiques très précis. C'est un véritable partage du gâteau. Voilà, un partage âprement négocié. D'accord. Le tableau est assez sombre. Opacité, concentration du pouvoir. Mais alors, pourquoi ce système perdure? Quelle est la justification? L'argument massu, celui qui revient tout le temps, c'est la stabilité. La stabilité. Oui. La Belgique est un pays très fragmenté. 12 partis au Parlement fédéral, des clivages linguistiques, idéologiques. L'idée, c'est que sans des chefs de parti très forts pour imposer une discipline, le pays serait ingouvernable. Mais attendez, l'argument c'est la stabilité, mais les sources rappellent le record du monde de 541 jours pour former un gouvernement. Ce n'est pas contradictoire. C'est une excellente question. Et pour les défenseurs du système, la réponse est non. Comment ça? Pour eux, ces 541 jours ne sont pas la preuve de l'échec du système, mais la preuve de sa nécessité. Je ne suis pas sûr de suivre. Leur logique, c'est voyez comme c'est compliqué? Seuls les chefs de parti, par des négociations secrètes, peuvent accoucher d'un compromis. C'est le concept de démocratie consociative. On sacrifie un peu de démocratie pour que la machine continue de tourner. C'est l'idée. On sacrifie la transparence sur l'autel de la stabilité. D'accord, je vois la logique. Mais du côté des critiques, les mots sont très durs. On parle de démocratie confisquée. Oui, et les arguments sont nombreux. D'abord, le Parlement, réduit à une simple chambre d'entérinement. Les presse-boutons. Voilà. Ensuite, un problème de représentativité. Les chiffres sont frappants. Plus de 66% des parlementaires sont diplômés de l'université, contre seulement 6% qui n'ont qu'un diplôme du secondaire. Ce qui suggère que les partis choisissent des profils qui leur ressemblent, pas un miroir de la société. Tout à fait. Un système de cooptation. Et le nerf de la guerre dans tout ça, j'imagine que c'est l'argent, le financement des partis. C'est un point absolument crucial. Les partis belges reçoivent environ 75 millions d'euros de financement public chaque année. 75 millions. C'est l'un des niveaux les plus élevés d'Europe. Et ça a une conséquence directe. Ils n'ont plus besoin des cotisations de leurs membres. Ils sont devenus très indépendants de la société civile. Mais très dépendant de l'État. Exactement. Le paradoxe est là. Des experts parlent du risque de voir les partis devenir une sorte de branche de l'État, coupée des citoyens, ce qui alimente la méfiance, bien sûr. Quand on entend tout ça, on se demande comment on se situe par rapport aux autres pays? La Belgique est une anomalie. Alors, sur la transparence, oui, on est clairement à la traîne. Par rapport à qui? Les sources citent les pays scandinaves, les Pays-Bas. En Suède, ils ont un principe de publicité qui date de 1766. 1766. Oui, l'idée que les documents officiels doivent être publics, c'est ancré dans leur culture. On est à des années-lumière du secret du Cairn. D'accord. Pour la transparence, on est mauvais élève. Et pour la particratie elle-même? Là, c'est plus nuancé. D'autres pays ont certaines de ces caractéristiques. L'Italie, avec la lotisation, le partage des postes. La France, avec une forte discipline de parti. Mais Mais la spécificité belge, c'est la combinaison de tout ça à un très haut degré. Le financement massif, la discipline de fer, les nominations partout, et ces négociations sans fin menées uniquement par les présidents. C'est ce cocktail qui est unique. face à ce constat, est-ce que ça bouge un peu? Est-ce qu'il y a des tentatives de réforme? Oh oui, des tentatives, il y en a eu. On se souvient des promesses de nouvelles cultures politiques dans les années 90. Après l'affaire du trou? Oui, on a créé le CELOR pour objectiver les recrutements. Plus récemment, des panels citoyens comme We Need to Talk. Donc la conscience du problème, elle est là. Mais alors, pourquoi ça bloque? C'est le paradoxe ultime du système. C'est-à-dire? Ce sont les partis eux-mêmes qui doivent voter les réformes d'un système dont ils sont les premiers bénéficiaires. C'est leur demander de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Très confortablement assis. Les sources citent un exemple parlant, Oui, une carte blanche signée par 67 personnalités en 2024. oui. Elle déplorait que, 1217 jours après des propositions de réforme sur le financement des partis, quasiment rien n'avait bougé. Le système a une capacité de résistance énorme.
Donc, si on résume, on est face à un grand paradoxe. D'un côté, cette machine de pouvoir, la particratie, opaque, concentrée et très critiquée. Et de l'autre, un mécanisme présenté comme indispensable pour assurer la stabilité d'une nation fragmentée. Un système qui, au final, concentre le pouvoir dans des lieux informels, comme le Cairn, au détriment du Parlement. Et qui nourrit une méfiance citoyenne qui ne cesse de grandir. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. Les sources mentionnent la percée de partis qualifiés d'antisystème, comme le Vlaams Belang ou le PTB. Oui, qui se retrouve aujourd'hui à diriger des communes. Exactement. Alors la question qui reste en suspens, c'est est-ce que leur arrivée aux commandes, même à l'échelle locale, peut provoquer le choc nécessaire pour faire évoluer ce système de l'intérieur, ou bien est-ce que le système est si puissant qu'il finira par les absorber eux aussi dans ses propres logiques? C'est toute la question. L'avenir nous le dira.